Hello hello! On se retrouve aujourd'hui pour parler bilan de lecture du mois d'octobre. Et comme j'avais acheté aussi pas mal de livres pendant ce mois, je me suis dit que j'allais faire un petit mix. On allait parler du coup forcément des livres que j'ai lus, mais je vais aussi vous présenter un petit book haul de ce que j'ai acheté pendant le mois parce que je me suis un petit peu lâchée. Pour rappel du coup, pour le mois d'octobre, je m'étais sélectionné 3 mots qui étaient donc vampire, sorcière et manoir, donc j'avais envie d'un thème vraiment très halloweenesque et j'avais envie de lecture comme ça un petit peu spooky, etc. Je me suis un peu surprise parce que finalement j'ai pas forcément lu les livres vers lesquels je pensais me tourner. Sur les 15 livres que je m'étais constituée en tant que page, j'en ai lu que 6. Donc j'étais un peu surprise, finalement je pense que ça s'expliquera par certaines lectures qui ont été plutôt pas ouf. Et donc du coup, là où j'étais à fond en me disant je vais lire que des romances paranormales, au final c'est pas du tout ce que j'ai lu. Donc vous allez voir tout ça, donc ça c'est pour le petit bilan, donc comme ça je vous mettrai un petit encart avec la palle que j'avais et les livres que j'ai lus. Donc au final sur les sorcières j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres et j'en ai lu 2. Sur les vampires, j'avais prévu 4 livres et j'en ai lu 3, voire 3 et demi parce qu'il y en a un dernier qui était tellement long, je l'ai fini, donc autant vous dire que c'était le mois des vampires. Et côté manoir, j'en ai lu 1 sur les 4 que j'avais sélectionnés. En termes de classement, j'ai lu du coup 9 livres. J'en ai eu 2 qui étaient vraiment 5 étoiles et qui étaient un excellent moment. J'ai pas eu de coup de cœur ce mois-ci, donc il n'y a pas un livre qui a été genre waouh au-dessus des 5 étoiles. Et par contre j'ai eu 2 DNF parce que vraiment voilà. Donc ça a été un mois un peu comme ça, vous allez voir, il y a vraiment des livres qui étaient pas pour moi. Donc dans ceux qui sont 2 étoiles et moins, j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'en ai 5 qui sont dans 3 étoiles et 5 étoiles. Donc vous voyez, ça a été assez... on va dire que c'était soit très mauvais ou pas dingue, soit vraiment très bien, mais ça a été un mois un peu compliqué en termes de lecture, donc je vous raconte ça tout de suite. J'ai commencé mon mois avec mon classique du mois, puisque c'était en audio que j'ai écouté Dracula, comme je vous l'avais dit, c'était une œuvre qui m'intéressait énormément, puisque j'avais beaucoup vu du coup l'œuvre cinématographique de Coppola, et je voulais me rendre compte à quel point c'était proche, et à la fois découvrir vraiment le texte original et savoir voilà pourquoi cet engouement en fait au final autour de ce texte. Si je pense que c'était quand même un texte qui était vraiment solide, très très intéressant, et je suis très contente de l'avoir lu, j'ai quand même été assez déçue, notamment parce que, donc pour diverses choses. Donc la première chose c'est la structure qui est autour de ce récit. Donc moi je ne savais pas, mais en fait c'est vraiment narré à travers des lettres, des correspondances. Donc en fait on va suivre du coup dans Dracula plusieurs personnages qui vont raconter voilà ce qui se passe du coup en Angleterre à cette époque-là, je crois que c'est à Londres même si je me trompe pas, et on va suivre de fait un premier personnage qui est envoyé chez Dracula en tant plus ou moins que notaire afin de conclure un accord avec lui pour une maison qu'il doit acheter en Angleterre. Donc ça c'est le premier personnage et c'est Jonathan je crois qu'il s'appelle, je sais même plus, je suis désolée, moi les noms hein, vous savez je suis vraiment nulle. Mais bon voilà, c'est le love interest de Mina, donc vous savez qui est donc le personnage principal féminin de cette œuvre. On va suivre aussi du coup un docteur qui va suivre la meilleure amie de Mina, qui est du coup, elle, commence à subir des transformations, est malade, se sent pas bien, etc. Bon, on comprend du coup qu'elle a été mordue du coup par le vampire. On suit le docteur Van Helsing aussi, on suit Mina aussi, qui a aussi sa part de correspondance. Mais voilà, tout est narré en fait par des narrateurs et par ce côté un peu on vous raconte l'histoire mais on la vit pas vraiment, et j'ai trouvé que le fait que ça soit écrit comme ça fait qu'on est quand même beaucoup moins pris dans l'action, dans les dialogues, etc. Même s'ils nous sont racontés, donc il y a quand même des dialogues, et Dieu merci, parce que croyez-moi que toute la première partie du livre, c'est vraiment que les réflexions de Jonathan, je crois que c'est Jonathan, franchement je vous remettrai son nom parce que c'est un peu honteux, sur voilà, son arrivée en Transylvanie, son arrivée chez Dracula, pourquoi tout le monde se pose des questions sur cet homme, etc. Parce que bon lui, il sait pas du tout que c'est un vampire. Et donc, si vous voulez, ça fait que c'est un peu longué au début, quoi. Je trouve que l'histoire commence vraiment à prendre quand on est sur l'histoire du coup de la meilleure amie de Mina qui s'est donc fait mordre et qui est suivie par un médecin qui est très très épris d'elle, qui veut absolument qu'elle s'en sorte. Là, on commence à avoir vraiment de l'émotionnel, de l'attachement envers les personnages, on veut savoir ce qui se passe et tout. Mais une fois que cet arc est fini et qu'on passe vraiment sur Mina, c'est pareil, c'est un peu longué quoi. Moi j'ai pas adoré ma lecture, j'ai pas passé un excellent moment. J'ai trouvé que j'étais contente parce que c'était une œuvre importante et que clairement je trouve que le film de Coppola est extrêmement proche, mais
je trouve que le film de Coppola est meilleur, dans le sens où déjà on a beaucoup, on a on va dire un accès beaucoup plus direct à Dracula, ce qui est pas forcément le cas dans l'œuvre. En vrai, Dracula, on a très peu de ses ressentis, de ses interrogations, etc. Parce qu'en fait on ne le connaît pas, il n'est pas un des narrateurs de l'histoire. Donc ça, j'ai trouvé ça dommage parce que du coup ça nous enlève finalement la compréhension du personnage dans son entièreté. Donc ça, j'étais un peu déçue par rapport à ça. Et puis j'étais assez déçue du personnage principal de Mina parce que, vous voyez, dans l'œuvre de Coppola, c'est finalement une œuvre assez victorienne, assez romantique, assez fantasmée du vampire. Là, on est vraiment dans quelque chose, dans l'œuvre, on va dire, originale, d'extrêmement froid. Le personnage de Mina, c'est vraiment cette personne sainte, à laquelle il ne faut pas toucher, qui rentre vraiment dans le rang, etc. Elle a pas le côté un peu fougueux, intéressant, je trouve, qu'à un moment donné, Winona Ryder développe dans le film. Envers d'ailleurs avec cette espèce d'attirance envers Dracula qu'elle a du mal à expliquer, etc. Donc tout ça, ça manquait, toute cette espèce d'attachement émotionnel manquait, et il manquait aussi pour moi certaines des explications qui étaient bien meilleures, je trouve, dans le film, autour de pourquoi elle, pourquoi l'histoire de Dracula, pourquoi leur attachement, etc. Donc voilà, donc il m'a manqué finalement ça, cette implication émotionnelle dans le livre qui a fait que c'était une histoire solide. Je comprends qu'elle en ait inspiré des dizaines et des dizaines et des dizaines d'auteurs par la suite pour écrire justement sur le mythe du vampire. Mais voilà, c'est pas clairement une lecture que je vais m'acheter, mettre dans ma bibliothèque, me relire, etc. Voilà, donc comparativement par exemple à un conte de Monte Cristo que j'ai adoré et que je me ferai un plaisir de relire dans quelques années, ce classique-là, je suis juste contente de l'avoir lu et de cocher la case Dracula. Parce que je trouve que c'est intéressant, voilà, de revenir un petit peu aux bases de ce mythe-là avec cette œuvre originale. Ensuite, je me suis procuré, et j'ai lu dans la foulée, Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante, Les Couronnes de Nyaxia, le tome 2 de Carissa Broadbent. Donc trop beau, hein. Juste, alors oui, pardon, je vous avais fait un petit, je sais plus, je vous avais fait ça, mais je crois que oui. Je vous avais fait un mode passion pour les dos, parce qu'il est trop beau, quoi. Donc écoutez, ouais, j'ai lu ça dans la foulée, et franchement, je l'ai dévoré, j'ai trouvé ça hyper bien. Je vais pas vous raconter l'histoire parce que ce serait dommage de vous spoiler le tome 1 si vous l'avez pas lu, mais sachez juste que du coup c'est pour aujourd'hui une trilogie qui va devenir à minimum une quadrilogie, et ce sont en fait des tomes compagnons, c'est-à-dire qu'on suit à chaque fois par tome de 2 un couple, et ensuite on passe à d'autres personnages. Donc là, en fait, avec ce tome 2, vous avez vraiment, on va dire, les conclusions des deux personnages principaux que l'on suit du coup dans le tome 1, qui est donc le serpent et les descendants de la nuit. Donc pour information, dans le serpent et les descendants de la nuit, on suit Oraya, qui est une jeune humaine qui a été récupérée, j'allais dire, qui a été plutôt élevée par le roi des vampires parce que sa famille a été assassinée au complet. Et lui l'a vraiment élevée en guerrière, etc., afin qu'elle prenne part au Kejari, qui est donc un immense tournoi qui a lieu tous les 100 ans avec les plus grands guerriers vampires du royaume, pour qu'elle puisse gagner du coup le Kejari et demander un vœu à la déesse, qui est donc la mère de tous les vampires, qui est Nyaxia d'ailleurs, je crois que c'est ça son nom, et qui permettrait du coup à Oraya de devenir elle-même une vampire, puisque dans ce monde-là, ça j'avais trouvé ça hyper intéressant, on peut pas devenir vampire aussi facilement que dans la plupart des autres livres qu'on rencontre, apparemment c'est plus difficile, ça se passe pas toujours bien. Donc voilà, donc elle se met en tête du coup avec son père adoptif de prendre part à ce tournoi-là, et évidemment on retrouve une jeune femme qui est une humaine face à 12 milliards de vampires assoiffés, qui certes a énormément de compétences mais est quand même à deux doigts de clamser une page sur deux. Et j'avais adoré, c'est hyper addictif, ça passe en 5 minutes, le love interest masculin est intéressant. Voilà, après c'était un livre assez introductif, on connaissait pas forcément ultra bien les histoires des deux personnages, on comprenait très bien les motivations d'Oraya, je trouve que c'était un personnage qui était hyper cohérent et très bien construit, et elle avait quand même pas mal de doutes, pas mal d'interrogations, et j'ai trouvé que c'était un personnage qui était solide, et moi j'avais vraiment aimé ça. Ce que j'avais moins aimé, c'était que, ce qui m'avait laissé sur ma faim, c'était le côté assez introductif et qui faisait que l'univers avait l'air extrêmement vaste, mais qu'on n'en savait pas beaucoup plus en fait sur les différents dieux, pourquoi il y a plusieurs races de vampires, etc. etc. Et puis les guerres entre les différentes races. Et je trouve que ce tome-là, pour le coup, a quand même bien répondu à cette envie-là, je trouve que j'en sais plus, ça a répondu aux principales questions de l'intrigue, et donc je suis vraiment satisfaite. Je trouve que c'est une duologie qui est vraiment très très bien construite,
qui est super solide en termes de world building. J'ai bien aimé la romance parce que j'ai trouvé que justement dans le tome 1 c'était une romance qui était un petit peu, pas rapide mais un petit peu on va dire conséquente des événements. Alors que dans le tome 2, c'est une vraie romance. Et donc ça m'a vraiment réconcilié du coup avec la partie romantasy de cette duologie. J'ai vraiment trouvé que voilà, il faut s'y atteler. Au moment où on commence à se dire punaise c'est long, il se passe pas grand chose, énorme plot twist, l'histoire part dans une autre direction, etc. Donc vraiment, allez-y et n'hésitez pas, franchement la duologie du coup Le Serpent et les Descendants de la Nuit, c'est vraiment excellent. J'ai hâte de lire du coup le 3e tome qui est sur un personnage que j'aime énormément, qu'on rencontre du coup dans le tome 1 et qu'on voit un peu dans le tome 2. Et vraiment vous allez continuer à m'entendre parler de cette série parce que vraiment c'était pas un coup de cœur mais c'était vraiment un 5 étoiles, c'est pas passé loin. Donc après avoir parlé du coup d'une de mes meilleures lectures du mois, je vais vous parler d'une de lectures qui du coup pour moi l'a pas fait. Et j'étais quand même assez déçue, et je pense que justement j'étais déçue parce que j'étais assez persuadée que ça allait être une excellente lecture. Et au final c'était pas vraiment le cas, il s'agit de Gallant de V.E. Schwab. Donc je sais que V.E. Schwab c'est une grande pointure dans le nom du coup du Young Adult Fantasy. Moi j'en avais jamais lu, pourtant il y a pas mal de livres qui sont sortis d'elle et maintenant je pense que je vais m'y intéresser parce que j'ai trouvé que la plume de l'autrice était très intéressante et qu'elle était très prenante, donc ça me donne envie d'aller en découvrir plus. Donc d'ailleurs si vous avez un livre préféré de V.E. Schwab, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir et ça me permettra un petit peu d'orienter mon choix. Mais pour moi Gallant ça l'a pas fait. Et pourquoi ? Parce que je trouve qu'il y avait tous les éléments pour me plaire, mais que l'exécution pour moi était mauvaise. Donc c'est-à-dire que dans Gallant, on va suivre du coup une jeune femme qui est muette, qui vit dans un... comment on appelle ça ? Qui vit dans un orphelinat, et qui a très peu de souvenirs finalement de sa mère et de ses parents, mais qui a un journal que sa mère lui a laissé, où on sent que sa mère lui a laissé tout un tas de bribes de pensées, etc., mais qui a l'air quand même de manquer un peu de cohérence. Comme un peu le journal d'une personne qui aurait gentiment dévié vers la folie, on va dire. Hormis quelque chose qui a l'air d'être très clair, c'est qu'elle ne doit pas s'approcher de Gallant. Sauf que voilà, elle vit quand même dans un orphelinat où franchement sa vie est quand même très très compliquée. Et donc, quand elle reçoit un jour la lettre d'un oncle qui apparemment l'a retrouvée alors que... voilà, elle pensait ne plus du tout avoir de famille, et qui l'invite forcément à venir se rendre à Gallant pour y vivre, elle y voit une opportunité en or de pouvoir échapper au destin que cet orphelinat lui promet. Donc elle va y aller, et en fait là, si vous voulez, on va rencontrer une atmosphère qui est hyper intéressante. C'est pesant, on va être dans ce manoir où en fait elle est pas du tout désirée parce qu'elle était pas du tout attendue, et avec les domestiques qui sont gentils mais qui prennent un peu, voilà, du recul par rapport à elle, etc. C'est assez déroutant. Elle va du coup aussi faire la rencontre d'un jeune homme qui habite à Gallant et qui est donc plus ou moins l'héritier finalement de ce manoir. Bref, c'est assez mystérieux, mais clairement on veut savoir pourquoi elle est là en fait, pourquoi elle est là, ce qui s'est passé et tout. Si vous voulez, les éléments visuels expliqués narrativement font que vraiment on est très très vite dans l'ambiance très pesante du vieux manoir qui fait peur, avec des esprits, etc. et tout. Donc c'est pour ça que je lui ai quand même mis, je crois, 2,5 pour vraiment ce côté. Je trouve que le livre était bien pour ça, c'était vraiment envoûtant. Par contre, pour moi, il y avait plein d'éléments qui étaient quand même compliqués, c'est-à-dire que pour moi, l'intrigue de fond se crée au dernier 20% du livre, c'est-à-dire que pendant quand même 80%, il ne se passe quasiment rien du tout. Donc du coup, moi je me suis un peu ennuyée. À un moment donné, j'avais envie de dire, écoutez les loulous, là, va falloir m'expliquer un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, etc. et tout. Et non, tout arrive vraiment à la fin, et en 5 minutes se passe l'intrigue principale, la problématique est posée, les solutions sont trouvées, et les dénouements de l'histoire. Et c'était hyper rapide, quoi, j'ai trouvé que c'était un petit peu rushé. Et j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Alors que j'aimais beaucoup le personnage d'Olivia, du coup, qui est muette, et qui est donc dans son monde intérieur bien souvent, et qui n'est pas sûre d'elle, etc. Et qui se retrouve dans cet endroit où elle est pas vraiment voulue, en plus. Je trouvais que c'était un beau personnage, mais on n'en sait pas assez, en fait. On n'en sait pas assez, on n'arrive pas à la voir créer des liens. Le personnage principal masculin, je ne me souviens même pas de son nom, c'est pour vous dire. Pareil, hyper détestable au début, puis au bout d'un moment il shift, mais un peu du tout au tout, sans vraiment aucune raison. Et vraiment, il n'y a rien qui se crée entre eux, et donc c'est
c'est vraiment, voilà, c'est un livre qui malheureusement avait vraiment tous les éléments gothiques pour être hyper intéressant, mais qui sera oublié en 5 minutes parce que honnêtement, je n'ai eu aucune implication émotionnelle dans ce livre-là. Donc voilà, peut-être que je suis complètement passée à côté. Bon, en tout cas, voilà, Galante, pour moi, ça l'a pas fait, même si je peux comprendre qu'il ait beaucoup plu et que, bah, du coup, je pense que c'est à chacun de voir s'il a réussi à se sentir happé par cet univers-là. Bon, pour continuer dans les lectures pas incroyables, j'ai lu du coup des Lord Foreston, le tome 1 de Errol Majorana et Le Prévost, donc en BD, qui est donc une histoire qui se veut du coup autour évidemment du mythe de Dracula. Écoutez, j'avais été vraiment happée à l'origine par les dessins de type victorien de cette histoire-là, et c'est pour ça que je me suis tournée vers cette BD, parce que j'avais envie d'en lire aussi un petit peu plus. Et honnêtement, j'ai pas du tout aimé. J'ai vraiment pas aimé, c'est-à-dire je crois que je lui ai mis une étoile je crois, ou 2 max. Et encore c'est pour la qualité finalement de l'œuvre plutôt picturale, c'est-à-dire vraiment les dessins. Parce que côté histoire et tout, moi il n'y a rien qui m'a plu. C'est-à-dire que on suit du coup un homme qui revient, donc on est vraiment à l'époque victorienne, hein. On suit un homme qui revient du coup d'un espèce de safari en Afrique, enfin voilà, de son voyage, qui d'un coup d'un regard a décidé qu'il voulait une nana qu'il a vue à une soirée, qui est une jeune femme qui est évidemment extrêmement prisée, lui n'ayant pas une position, on va dire, dans la société londonienne qui lui permet normalement de pouvoir prétendre à ce genre de jeune femme, mais soit. Enfin, il la regarde vraiment, genre, il la trouve belle, il la veut, hein. C'est tout, hein. Enfin, juste, il s'est rien passé autre mesure. Donc, il devient assez obsédé par elle, et elle, à la fois, est aussi plus ou moins la proie de Dracula. Dracula, hein, on le voit 10 minutes. On en parle à peine, c'est ultra sexiste, c'est ultra... Enfin, en gros, si le consentement est important pour vous, bah là, franchement, ouvrez même pas le livre, hein. Alors, je veux bien le côté, oui, mais à l'époque victorienne, c'était pas vraiment le sujet. Ouais, bah en fait, en vrai, peu importe, quoi. Enfin, que ça soit le sujet ou pas, je veux dire, quand on écrit des Bridgerton aujourd'hui, ça nous empêche pas, en fait, de manier ça à notre sauce. Donc là, j'ai trouvé que... Et puis c'était répété, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même le personnage qui explique que du coup, elle lui a dit non et qui s'est retenu, et t'as un autre personnage qui lui dit « Ah bah dis donc, c'est quand même sympa de votre part, quoi !» J'étais là, mais pardon, enfin... Et donc vraiment, il y avait rien qu'à aller. Et donc déjà, rien que par rapport à ça, moi qui aime le thème des vampires pour son côté romantisé, ce qui est peut-être un petit peu malsain, hein, mais j'ai trouvé que là, c'était pas le cas. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, on était dans cette relation entre cet homme et cette femme. Le mythe du vampire est un petit peu autour, avec une histoire un peu politisée là autour de Londres, de la société, etc. Enfin, vraiment, je me suis ennuyée. J'ai trouvé ça vraiment pas très... pas très sain, quoi. Donc je vous le conseille pas, je vais pas lire la suite, et malgré la qualité des dessins qui est très belle, qui sont très beaux, pardon, bah non, ça l'a pas fait du tout. Ensuite j'ai lu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, qui est donc le tome 1 de la série Seasons, parce que du coup elle a écrit un livre par saison, donc le premier est en automne, et ensuite on suit les saisons tout à fait normalement. Et celui-ci du coup me tentait parce qu'il y avait vraiment une ambiance un peu académie, enquête, etc. Et je sais pas, ça me faisait assez envie. Je crois que ça se passe à Édimbourg aussi, même si bon, franchement, ça aurait pu se passer à peu près n'importe où, je pense que c'est exactement pareil. Et donc dans cette histoire, on va suivre Camélia, qui est donc une jeune femme qui a été martyrisée par tout un groupe de types, enfin de gamins, on va dire, au lycée et à l'université quand elle était assez jeune, et qui forcément emporte un peu les traces, quoi. Et néanmoins est brillante et a décidé de devenir une grande avocate. Et un jour, il s'avère que elle est contactée parce que le mec qui était à la tête en fait de ce groupe-là de petits harceleurs décède et demande finalement dans son testament que, je vais dire Morgane, que Camélia du coup enquête sur sa mort pour déterminer qui l'a tué, et surtout aide Lou, qui finalement était le meilleur ami de ce mec-là et qui a été accusé de son meurtre. Et elle va aussi recevoir un héritage, etc. et tout, enfin c'est tout un délire. Et si vous voulez, bah en fait je suis assez partagée sur ce livre parce que
Alors que j'ai adoré l'enquête. J'ai trouvé que l'enquête était trop cool. Enfin vraiment, c'était hyper bien mené, ça faisait vraiment ce côté un petit peu, vous savez, comme À couteau tiré, là, le livre qui fait un peu un Cluedo, là. Ben là j'ai trouvé que c'est un peu la même ambiance, quoi. Il va y avoir des indices partout, dans des livres, dans des endroits, etc. Elle va devoir tout trouver. Lou est aussi un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui était hyper attachant, qui était plein de contradictions, enfin vraiment c'était un personnage qui était très chouette, j'ai trouvé qu'il était bien construit. Camélia, on en savait un petit peu moins, mais voilà, c'était une dynamique qui marchait bien, etc. Donc j'ai bien aimé cet aspect-là. J'ai trouvé que en ça, vraiment, c'était bien construit, c'était chouette. J'ai bien aimé la fin, qui était surprenante, qui était vraiment... Enfin voilà, c'est ça qui m'a tenue en haleine. Par contre, la romance... Mais désolée, mais moi, je suis complètement passée à côté, quoi. Enfin vraiment... c'est-à-dire qu'on est quand même face à une nana qui est censée tomber amoureuse de son harceleur, quoi. Donc normalement, moi, j'imaginais quand même un peu un chemin de croix autour de ce sujet, enfin qu'on en parle, que vraiment on voit que lui s'en repentant de toute cette période et tout. C'était un peu le cas, mais c'était pas le cas suffisamment pour que d'un coup d'un seul elle tombe amoureuse de lui, quoi. Et du coup, ouais, j'étais un petit peu perturbée, je vous cache pas, parce que je trouvais que la romance était un peu arrivée comme un cheveu sur la soupe, que d'un coup d'un seul, il s'attire, machin, il saute dessus et tout, et j'étais là, mais comment ça? Enfin, genre le mec, t'as pourri la vie en fait. Et ouais, non, je sais pas, j'ai pas accroché, quoi. Enfin, j'ai pas réussi à rentrer dans leur histoire. Et c'est pareil, donc les tomes suivants en fait sont des tomes compagnons parce qu'on va suivre d'autres copines a priori de Camélia. Et c'est pareil, on arrive à la fin, elle annonce des trucs sur ses copines qu'on a vu genre 10 minutes dans le bouquin, mais genre des trucs énormissimes, quoi. Et c'est pareil, ils sont arrivés mais de nulle part. Et j'étais vraiment là genre, ok... bon, donc je pense que j'étais trop pris dans l'enquête pour vraiment être à fond dans leur histoire à eux, ou alors je suis passée à côté, je sais pas trop vous dire. Mais voilà, c'était sympa, j'ai passé un bon moment, ça me donne envie de lire la suite, parce que du coup je les prends en audio là sur Nextory. Mais voilà, ça sera pas un livre qui me laissera un souvenir impérissable pour ne rien vous cacher. Ensuite, je me suis acheté, et j'ai lu aussi dans la foulée, Icebreaker, du coup de Anna Gress, que j'ai fait du coup plutôt en audio et un peu en physique, qui était donc sur Nextory aussi, si je me trompe pas, ou sur BookBeat, je sais plus trop, désolée. Qui est donc pareil en français, hein. Donc là moi je l'ai en version anglaise, mais il est paru en français, et c'était vraiment trop cool. Moi j'ai vraiment adoré. Donc vous savez, c'est dans la même lignée que Daydream, qui est sorti cette année, qui est donc le tome 3. Donc là je m'étais dit, bon bah j'ai lu le tome 3, j'ai bien aimé, je vais me refaire tout Maple Hills, là, le 1, le 2. Et donc ça c'est le numéro 1, donc on va suivre du coup dans cette histoire Anastasia et Nate. Donc Anastasia est une patineuse artistique qui patine en couple, et Nate c'est un joueur de hockey. Et ils sont tous les deux à la même université, et ils vont devoir malheureusement partager leur patinoire parce que il y a la patinoire des hockeyeurs qui a été détruite, et donc ils se retrouvent à devoir plus ou moins se côtoyer. Et c'était super mignon, j'ai trouvé que vraiment l'alchimie entre Nate et Anastasia se créait bien au fur et à mesure du temps, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. J'ai trouvé que c'était un livre qui était intéressant parce qu'on parlait de sujets comme l'emprise psychologique, qui est quand même un bon, enfin voilà, trigger warning qu'il faut connaître avant de lire dedans, et notamment des troubles du comportement alimentaire. Qui sont des sujets que je trouve qui sont très importants, et je trouve que c'est intéressant de les traiter aussi à cette période-là, parce que c'est vrai que les années universitaires sont des années où on commence à être un peu plus laissés à nous-mêmes en tant que jeunes adultes, et c'est souvent aussi là que ce genre de troubles peuvent aussi apparaître, donc moi j'ai trouvé que c'était très pertinent. Donc j'ai beaucoup aimé cet arc-là de cette histoire. J'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux parce que je les ai trouvés hyper orgueilleux, hyper compétitifs, parce que ce sont tous les deux finalement des sportifs pros, quoi. Et donc ils ont tous les deux leur ego, et on sent qu'ils ont envie d'être ensemble, et en même temps ils ont du mal à s'avouer les choses. Après, il y avait beaucoup trop de smut, enfin franchement, moi à la fin j'en avais juste marre, quoi. Donc ça c'est ce que j'avais préféré dans Daydream, c'est pour ça que Daydream a été vraiment un coup de cœur, celui-là était une très très bonne lecture. Il y en a beaucoup moins dans Daydream. Par contre voilà, j'ai trouvé que c'était bien construit, on suit quand même les deux personnages pendant toute une année universitaire, donc ça nous laisse vraiment le temps de s'infiltrer en fait dans leur quotidien et tout. Il y a toute une histoire en plus à un moment donné qui se passe autour de Noël, des fêtes de fin d'année, que j'ai adoré, vraiment, enfin trop bon moment, quoi. En plus on retrouve encore une fois cette dynamique qui m'avait plu dans Daydream, qui est autour de ce groupe
de joueurs de hockey où ils sont tous copains, etc. Et donc on a vraiment cette dynamique un peu communautaire qui moi me plaît énormément dans les romances. Donc vraiment, je vous conseille fortement si vous l'avez pas encore lu, parce que moi je vous avouerai que le délire hockeyeur, c'était pas forcément ma came en fait. J'étais pas genre ouais forcément il y a des hockeyeurs, il faut que je le lise et tout. Et je comprenais pas trop la hype en fait. Et maintenant que j'ai lu ça, bah franchement je comprends mieux. Enfin vraiment, là ça y est, moi je suis passée team hockeyeur à fond, vraiment j'adore. Je trouve que ça donne une ambiance qui est un peu différente d'autres thèmes qu'on a bien vus, comme le football américain, etc. Les choses qu'on a un peu plus rouillées. Donc vraiment, je vous conseille fortement, si vous avez envie d'une romance un peu glacée là pour la fin d'année, bah tournez-vous vers Icebreaker, trop cool, trop cool. Ensuite j'ai lu un livre que j'avais acheté du coup en septembre spécialement pour le mois d'octobre, qui est donc Karma the Witch de Charlie Morrigan, où on va suivre du coup Karma, qui est une jeune femme qui se fait larguer par sa meilleure amie et qui va donc lancer un sort pour retrouver l'amour dans sa vie, enfin l'affection dans sa vie, et va finalement faire apparaître un chat qui parle. Donc voilà, c'est un peu, évidemment c'est un petit peu cocasse. Et elle va donc appeler ses tantes un peu en mode mais comment ça se fait et tout machin, et ses tantes vont lui dire bah oui en fait t'es une sorcière, faut que tu rentres à la maison pour qu'on t'explique tout ça quoi. C'était très mignon, c'était plein de références à la pop culture, donc si vous aimez pas ça c'est mort, lisez pas. C'est vraiment énormément de références à la pop culture. Je pense que j'ai retrouvé énormément d'éléments en fait des livres, des films pardon, et des livres en fait, de sorcières, de sorcellerie des années 90, c'est un côté très Disney Channel quoi. Enfin vraiment très mignon en ça. J'ai bien aimé la romance, que j'ai trouvée très douce, très attachante, et je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait, qui m'a plu dans cette lecture là. J'ai trouvé quand même que la structure narrative aurait pu être un peu plus développée, c'était peut-être encore un peu balbutiant. Mais c'était voilà, c'était une chouette lecture d'Halloween, j'ai bien, enfin pour Halloween parce que bah voilà c'est un peu le thème, voilà la petite romance paranormale de sorcière. C'était tout mignon, tout doux, et franchement je l'ai gardé dans ma bibliothèque parce que je me dis ça sera un livre très mignon dans les premières romances à donner à mes filles, donc voilà, je le garde avec affection parce qu'en plus je sais que c'est un livre qui est auto-édité et donc ça me fait plaisir de supporter aussi des autrices auto-éditées parce que j'imagine à quel point ça peut être difficile. Donc voilà, j'ai quand même vraiment passé un bon moment, même si c'est pas un chef-d'œuvre de la littérature, c'est une bonne petite lecture doudou pour les nostalgiques des livres, des films de type Les Ensorceleuses, Charmed, les Disney Channel de notre enfance. Ensuite j'ai voulu continuer dans la romance paranormale et malheureusement ça s'est pas très bien passé avec Hex Appeal de Kate Johnson. Donc on va suivre du coup Essie qui est une sorcière qui vit dans un manoir avec tout un tas de sorcières complètement loufoques. Il y en a une qui tricote l'avenir, il y en a une qui fait je sais plus trop quoi, enfin bon bref. Il y en a une qui est morte pendue mais qui a ressuscité, enfin bon bref c'est tout un délire. Et en fait un jour il y a un jeune homme qui va arriver dans leur village et qui est donc leur landlord, enfin leur propriétaire. Oui donc c'est une romance en anglais hein. Qui est donc leur propriétaire et qui va se rendre compte que ça fait des années que les gens qui habitent ce manoir n'ont pas payé finalement leur loyer, et donc il va aller toquer à la porte pour comprendre un peu ce qui se passe. Et si vous voulez, si l'histoire aurait vraiment pu me plaire, c'est la romance qui a vraiment pêché et qui m'a fait DNF au bout de je pense 20%, parce que vraiment ça l'a pas fait. Donc c'est à dire que on va arriver très vite à la rencontre des deux personnages parce que donc lui il va se pointer dans ce manoir, elle va lui faire le tour du propriétaire, mais vraiment la façon dont la personne a écrit c'était genre ah bah je vous montre ça, vous avez vu c'est incroyable hein, ah vous avez vu ça, ah puis là il y a encore un truc complètement lunaire, machin et tout, et en fait quand il passe la porte il oublie tout parce qu'il y a un sort sur le manoir. Mais c'était trop quoi, enfin c'était vraiment genre c'était un peu cliché, c'était pas forcément très bien exécuté, et donc j'étais là genre ok bon tu m'as vraiment montré tout ce qu'il y avait d'incroyable dans ce manoir en 5 minutes, c'est ta façon en fait de me balancer, ça faisait vraiment drop d'informations sur drop d'informations, mais c'était pas naturel quoi, et j'ai dit bon ok c'est pas grave, moi je suis là pour la romance donc on va continuer, et au final les deux se catchent plus tard, alors que lui il a complètement oublié qui elle était, hein, by the way, se catchent plus tard dans un bar. Et le soir même, en fait, se roule des énormes patins, et limite, elle est déjà trop in love, et lui pareil, tu vois. Et j'étais là, mais... What? Enfin, c'est arrivé en 2 secondes, c'était pas naturel, c'était pas bien construit,
Après, on voit arriver en fait un énorme breaker entre eux deux parce que la sœur du personnage principal arrive chez lui enceinte jusqu'au cou alors qu'il était pas au courant. Et donc du coup la nana arrive et voit ça et se dit ah mais en fait le mec il est fiancé et puis en fait il va se marier avec une meuf qui est enceinte et tout. Alors qu'en fait pas du tout hein. Et donc ça faisait genre miscommunication trope au bout de 2 secondes sur un truc qui était genre énorme en fait. Je sais pas, ça m'a pas plu. Franchement, j'ai dit bah je crois que non. En fait, j'avais pas envie de me forcer et donc ça l'a juste pas fait quoi. Donc voilà. Dommage pour Except mais je lui redonnerai peut-être sa chance un jour. Peut-être que j'étais pas dans un good mood ce jour-là, j'avais pas envie de ça, mais ouais, je sais pas, j'ai pas été convaincue. Et comme c'est dans mes résolutions de plus d'INF, je me suis dit, allez, c'est parti. Ensuite, je peux pas vous montrer du coup le livre suivant parce qu'en fait, je l'ai déjà revendu, donc c'est pour vous dire à quel point ça s'est bien passé. Il s'agit du coup de Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, qui est donc une histoire qui, pour le coup, pareil. En fait, c'est un peu comme Galante. Il y avait tout pour me plaire et en fait, ça s'est pas bien passé du tout. Franchement, j'ai mis 2 étoiles pour l'originalité de l'histoire, mais franchement, c'était un mauvais Rebecca de Daphné du Maurier, vous voyez. Donc je sais pas si vous connaissez l'histoire de Rebecca, mais c'est un peu similaire. On va se retrouver finalement avec une héroïne donc qui... je sais plus comment elle s'appelle comme d'habitude, qui est une descendante d'une très très bonne famille qui habite à Mexico en fait, et qui est vraiment une mondaine quoi. Elle passe sa vie voilà dans les bals, les fêtes, elle s'intéresse à tout, elle finit jamais rien. Mais là elle s'est mis en tête qu'elle va absolument étudier l'anthropologie, et son père lui dit bah ok pas de problème, je te laisse étudier l'anthropologie si tu vas t'occuper de ta cousine, parce qu'en fait elle m'a envoyé une lettre qui est complètement lunaire, elle a l'air d'aller extrêmement mal, donc je veux que tu y ailles, que tu règles la situation et ensuite tu reviens. Donc elle a dit bon bah ok. Et elle arrive du coup dans ce manoir où vit sa cousine qui est très enfermée, qu'on voit très peu, qui a l'air malade. On n'arrête pas de lui expliquer qu'il faut pas trop lui parler parce que en fait ça va la fatiguer, etc. Elle fait la rencontre du coup de son mari qui est hyper chelou, qui est genre à la fois hyper séducteur mais en même temps un peu glacial, assez autoritaire. Et puis aussi du père du mari, qui lui pour le coup est ultra raciste, hyper désagréable, cassant, etc. Et donc, sans parler en plus de la gouvernante du coup qui s'occupe de sa cousine, qui est absolument horrible. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment un mode Rebecca. Et donc elle arrive dans cet endroit hyper hostile où clairement elle n'est absolument pas désirée. Et elle va essayer donc de comprendre un peu ce qui se passe. Mais si vous voulez, 75% du bouquin, c'est ce que je suis en train de vous raconter. Elle est arrivée, elle se prend la tête avec ses hôtes, elle essaye de parler à sa cousine, et ça recommence. Et encore, et encore, et encore, et encore. Et en fait, vraiment, toute l'histoire se passe sur les 25 derniers pourcents, mais qui du coup donne vraiment le sentiment que ça a été rushé. Et franchement, le dénouement, je l'ai trouvé, désolée de dire ça, mais je l'ai trouvé ridicule. Enfin, vraiment, je suis arrivée à la fin, j'ai fait, mais vraiment, c'est ça en fait l'histoire, mais quelle blague. J'ai trouvé ça dégueu. Désolée de dire ça, mais je trouvais ça un peu dégueu. Et je pense que c'était pas ce que je pensais. Je pense que je suis déçue. Et je pense que j'ai ce sentiment aussi négatif sur ce livre parce que, à mon avis, je m'étais fait une idée de ce qui devait se passer, des tournures des événements, etc. Et donc, comme ce n'était pas le cas, j'étais frustrée et très déçue. Donc je pense que c'est un problème de moi en fait, c'est pas le problème du livre. Je pense que le livre en soi, il peut vraiment plaire, il est original, etc. Mais moi je me suis ennuyée, j'attendais beaucoup plus d'action, j'attendais une héroïne qui allait beaucoup plus se bouger. J'ai trouvé que c'était un peu le cas, mais qu'on était quand même dans le profil de la petite princesse qui vient régler un problème, mais bon, qui prend son temps quoi. Et en même temps, j'ai envie de dire, t'aurais pu appeler ton père, et je pense qu'en 10 minutes c'était réglé quoi. Donc vraiment, j'ai pas passé un super moment de lecture avec ce livre-là, et du coup, comme je vous l'ai expliqué, bah, il est reparti dans une autre maison vivre sa vie. Le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est un DNF. Écoutez, ça s'est pas bien passé non plus, hein, comme quoi, vous voyez, mon mois d'octobre n'était pas incroyable côté lecture, mais j'avais quand même envie de le mentionner. C'est du Thé pour les fantômes de Chris alors attendez que je vous dise pas bêtise, Vuklisevich, qui est donc le deuxième nom de plume de Ada Vivalda, qui a écrit Porcelaine sur les ruines, qui est aussi dans ma palle, donc maintenant il me fait ultra peur, je sais pas si je vais y aller. J'ai trouvé que c'était un récit qui était ultra glauque. Franchement, je saurais pas vous dire plus que ça. Je l'ai DNF assez rapidement parce qu'en fait il était assez malsain et il me mettait très mal à l'aise. Et j'étais pas bien en écoutant ça.
Ce qui est bizarre, hein, franchement parfois c'est fou en fait l'emprise que peut avoir un livre sur quelqu'un. Et là c'était vraiment ça, j'étais vraiment mal en fait en écoutant ça, parce que je pense que les thèmes qui sont abordés me touchent de beaucoup trop près pour que je puisse juste écouter ça en mode oui oui c'est une bonne petite lecture fantastique. Donc en fait on va suivre dans cette histoire finalement l'histoire d'une famille. Donc c'est une mère qui met au monde deux enfants, qui sont deux filles, mais qui apparemment s'était déjà persuadé que l'un des enfants était vraiment un démon quoi. Et ce qui malheureusement s'avère être plus ou moins le cas. Et l'autre est un peu sa chouchou quoi, mais la mère a l'air complètement barge en fait. Et la façon dont déjà est décrit la naissance, c'est très bizarre. Enfin, on a cette sage-femme qui est là et qui explique que bah franchement ça se passe pas hyper bien, qu'elle est à deux doigts d'abandonner la mère qui est en train d'accoucher. Enfin déjà j'étais là mais pardon. Et en fait on explique très rapidement que comme l'une des filles, quand elle ouvre la bouche, il y a des mythes, enfin vous voyez des espèces de papillons qui sortent, bah en fait sa mère lui a mis un masque avec un masque qui l'empêche d'ouvrir la bouche quoi. Vous voyez avec genre le truc d'Hannibal quoi. Enfin moi je voyais ça dans ma tête. Et donc on suit cette histoire à travers pas mal de points de vue parce qu'on a pour le coup vraiment une très belle originalité de la structure puisque c'est un espèce de narrateur extérieur qui raconte quelque chose à quelqu'un devant un thé. En fait la personne nous parle comme si c'était nous en fait à qui elle racontait cette histoire. Et donc ça m'a bien plu, j'ai bien aimé l'originalité de cette narration là. Mais par contre les thèmes vraiment, enfin moi j'étais ultra mal à l'aise. Et le côté, en fait ma fille a un don démoniaque machin et du coup je la déteste. Et je la déteste au point de lui mettre un masque et tout et qu'un jour elle s'enfuit, je sais pas où elle est et en fait ça m'inquiète pas plus que ça. Enfin moi ça m'a déchiré le cœur quoi. Enfin vraiment j'étais là mais non quoi. Enfin je sais pas, ta fille elle lui arrive un truc comme ça. Enfin au contraire c'est ton rôle, t'es censé l'aider, enfin t'es censé lui trouver des solutions. Enfin tu peux pas, enfin... Et en fait... c'était glauque quoi, et en plus on reprend l'histoire, enfin il y avait plein de back and forth, on prenait l'histoire en fait, alors que l'héroïne principale, donc c'est la sœur, elle qui était plutôt chouchoutée, qui a genre 50 piges, qui s'occupe de sa mère qui est devenue complètement barjot et tout, je sais pas, tout était malsain, glauque, pesant, ça m'a fait un poids sur la poitrine et j'ai dit mais non. Enfin en fait je vais m'arrêter là. Donc ça a été un DNF pareil je pense au bout de 15-20% parce que vraiment j'ai pas du tout réussi à accrocher, j'ai pas du tout compris pourquoi ça avait fait un engouement de malade aux États-Unis et que on en avait entendu parler sur toutes les chaînes et que même en France il y avait pas, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit mais c'était incroyable et moi j'ai pas du tout compris. Donc si vous l'avez lu, vous avez adoré, n'hésitez pas à me dire pourquoi je suis passée à côté parce que moi vraiment genre ce livre mais je veux plus jamais en entendre parler tellement il m'a causé du tort quoi. Donc voilà pour mes lectures du mois, donc comme vous l'avez compris, je vous l'ai pas fait du coup en du moins bon au meilleur parce que voilà il y avait pas mal de lectures pas incroyables et tout, mais voilà vous l'aurez compris, Icebreaker du coup et Les Couronnes de Nyaxia tome 2 ont vraiment été mes très bonnes lectures. Ensuite il y a eu tout un tas de lectures sympas mais qui vont pas rester dans ma mémoire pendant des années, et puis vraiment des lectures qui m'ont laissé des moments vraiment pas ouf. Donc voilà, ça n'a pas été un super bon mois. Sachez qu'en revanche, en novembre, ça commence hyper bien, parce que là j'enchaîne les super lectures, donc je suis trop contente et je vais avoir trop hâte de vous en parler. Donc je vous raconterai tout ça en novembre. Mais du coup, je finis cette vidéo en vous parlant rapidement, parce que comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de temps, de tous les livres que j'ai achetés pendant ce mois d'octobre. Il y a tout d'abord Christmas Therapy de Caro Emmeline, puisque j'ai commencé plutôt à acheter des comédies romantiques de Noël, puisque c'est vraiment mon plaisir coupable. Je ne sais pas si on peut appeler ça un plaisir coupable. C'est mon petit plaisir de fin d'année, on va dire. Et là, celle-ci me faisait très envie, puisqu'on parle finalement d'une nana qui est folle de Noël, comme moi. Et qui doit suivre une thérapie pour se calmer, versus un mec qui déteste Noël et qui doit suivre la même thérapie pour lui justement avoir une relation plus saine avec Noël. Et évidemment ils sont mis ensemble en tant que binôme pour suivre ces thérapies de groupe. Et franchement je peux déjà vous dire que j'ai adoré, c'est trop mignon, j'ai vraiment hâte de vous en parler, mais n'hésitez pas si vous cherchez une petite romance de Noël, celle-ci elle était trop cool.
Ensuite, je m'étais précommandé du coup cette magnifique édition des Braises sous la cendre de Sabbat Tahir. Donc sachez que je l'ai déjà lu en fait en anglais. Je pense que je vais me le relire en français quand même parce que j'ai bien envie de me réinsérer on va dire dans cette histoire. On suit du coup Laïa et Elias. Donc Laïa c'est une jeune femme qui a perdu vraiment tout ses parents. Elle a une place dans la société qui est vraiment très basse parce qu'en fait ils sont dans une société qui est plutôt menée par les guerriers. Et elle, c'est une lettrée, et donc dans son système, on va dire qu'elle n'est pas vraiment, pas vraiment appréciée, voire elle est plutôt considérée comme la lie de la société, donc c'est très compliqué pour elle, alors que c'est évidemment une jeune femme extrêmement intelligente. Et un jour, dans ce monde qui est donc hyper brutal, etc., son frère va être enlevé, parce qu'il a rejoint la rébellion et donc il va être arrêté. Et donc elle va essayer de le libérer et pour ça elle va s'infiltrer au sein de l'école qui, j'allais dire qui crée, enfin ouais, qui est l'école militaire en fait hein, de ce royaume-là, de laquelle sortent en fait les empereurs qui règnent sur ce monde à sang quoi, enfin de sanguinaire voilà. Et donc elle va s'infiltrer là et elle va devenir l'assistante finalement de la directrice de l'école qui est juste un monstre, hein, qui est genre le général des armées de ce royaume-là, qui est genre le monstre des monstres, hein, on va dire. Et elle va faire aussi la connaissance d'Elias, qui lui est plutôt a comme destin finalement d'être potentiellement le futur empereur. Donc c'est hyper beau. Là j'espère que je vous en ai pas fait un résumé de ouf, je suis désolée, mais je commence à être un peu fatiguée. Mais c'est hyper beau, c'est une fantaisie qui est extrêmement bien écrite. Les personnages sont incroyables, vous avez des plot twists que vous verrez pas venir, il y a des choses que vous verrez un petit peu plus venir mais qui sont tellement bien écrites que ça vous dérangera même pas. C'est génial, c'est en 4 tomes, moi j'en ai lu 2 sur les 4 pour l'instant parce que c'est quand même assez dense et qu'au bout d'un moment en anglais j'avoue que j'ai un petit peu, après le 2 j'ai fait là, j'ai besoin d'un break. Maintenant ils sortent en français donc je pense que je vais tous me les faire en français, mais surtout n'hésitez pas à vous lancer. Certes c'est pas le genre de romantasy facile qu'on peut voir d'habitude, c'est un chouïa young adulte parce que les personnages sont quand même assez jeunes, mais c'est un young adulte qui est hyper intelligent, hyper solide. Franchement c'est un très beau livre, n'hésitez vraiment pas. C'est une espèce de reconstruction de la Rome antique, c'est hyper bien mené et à la fin du 1, je vois pas comment vous pouvez pas vous dire mais mon dieu il me faut le 2 en fait. Donc vraiment n'hésitez pas et zéro smut dans ça, hein. Donc vous pouvez foncer. Ensuite, je me suis pris un livre qui n'a absolument rien à voir, donc là on passe vraiment dans les livres un peu divers. Je me suis pris Hiver Cocooning de Deborah Julianos, qui est donc une illustratrice que j'aime assez, qui a un style qui ressemble, moi je trouve quand même fortement à Caro from Woodland. Qui est donc une autre illustratrice que je suis depuis des années et des années. Et donc là elle a sorti son livre du coup Art de vivre, recettes et bien-être hiver cocooning, et ça me donnait très envie parce que c'est drôle mais moi je faisais partie de ces enfants qui détestaient l'hiver et qui adoraient l'été, et en vieillissant c'est tout à fait l'inverse. J'aime de moins en moins l'été parce que je trouve qu'il fait beaucoup trop chaud et j'apprends vraiment à apprécier, du coup je vous montre quand même des illustrations mais vous verrez quand même, je trouve quand même que le style s'en rapproche. Je commence à apprécier vraiment l'hiver et toutes ces activités douces en fait, chaleureuses que l'on peut instauré pour passer un hiver loin des dépressions saisonnières. Donc écoutez, je vais me plonger dedans pour voir un petit peu ce que je vais pouvoir y trouver. J'avais déjà mon hiver cosy de Caro from Woodland que j'adore. Et donc, bah écoutez, celui-ci va venir parfaire la collection et puis bah je viendrai vous donner mon avis sur ce livre-là parce qu'en tout cas il est très très beau, les illustrations sont très jolies, la couverture est un peu brillante, je sais pas si vous verrez des flocons de neige et tout, je trouve que c'est un très bel ouvrage donc bah écoutez, j'ai bien hâte de m'y plonger. Ensuite j'ai craqué pour Lightfall, le tome 2, donc, qui est donc L'ombre de l'oiseau, donc vous savez mon amour du coup pour le tome 1, ce que ça a été. Là je trouvais que la couverture faisait trop hivernale et tout, donc ça me donnait trop envie de l'acheter pour la période là. On suit du coup toujours nos deux petits personnages qui sont donc Cad et Béa, toujours à la recherche du coup du grand-père de Béa. Donc c'est ça en fait l'histoire, hein. On suit donc un Galdurien et une jeune femme qui sont à la recherche du coup du grand-père de Béa qui a un peu disparu du jour au lendemain, mais malheureusement il perd un petit peu la tête, donc forcément Béa est très très inquiète. Enfin il perd en tout cas la mémoire, il perd pas forcément la tête. Et donc on va suivre finalement leur épopée pour retrouver lui,
j'en perds mon français, donc pour retrouver ce grand-père, et à la fois il y a toute une intrigue de fond, aussi autour de l'univers et de ce qui est en train de lui arriver, donc vraiment non, c'était très très chouette, j'ai trouvé que c'était assez riche en vrai, en termes d'univers. Les dessins sont très beaux, j'essaie de vous trouver une planche quand même pour vous montrer. Typiquement, vous voyez, on est sur des choses qui sont vraiment très belles. Vraiment, on va dire la palette automnale du tome 1 m'avait séduite. Là, ça a l'air aussi très chouette, donc écoutez, je me lancerai bientôt dans le tome 2 et je vous dirai si ça a été autant un coup de cœur que le numéro 1. Et pour finir, c'est une de mes lectures en cours, parce que je lis toujours 12 000 livres en même temps, hein, c'est mon truc. Je me suis procuré, et donc j'ai déjà commencé, Le Faucheur de sorcières de Carissa Weeks, paru aux éditions Bookmark. C'est Witchwalker le tome 1, puisque c'est un tome 1 d'une saga qui comprend, si je ne me trompe pas, 4 ou 5, je crois, livres. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. C'est l'histoire de Rena, qui est donc une jeune femme qui vit dans un monde où il y a beaucoup de magie. Alors je vous dirais que j'ai commencé le livre, sur les 10 premiers pourcents, on fait un drop d'informations énorme sur l'univers et j'ai pas tout capté quoi. Franchement c'était tellement... c'était trop en fait, j'étais là genre il y a trop d'infos et en plus c'était droppé de façon pas ultra naturelle, donc je vous avouerai que comme ça je pourrais pas vous en dire méga sur l'univers. Tout ce que j'ai compris c'est qu'il y avait plusieurs contrées qui étaient plus ou moins en guerre les uns contre les autres, et qu'il y avait des magiciennes, enfin des sorcières en tout cas, dans la contrée où vit Rena, qui permet en fait, qui ont comme devoir de protéger le royaume. Et donc le faucheur de sorcières vient dans les villages récolter une sorcière chaque année pour finalement aider justement à cette barrière magique qui doit être construite pour protéger leur univers des autres méchants et tout. J'avais beaucoup aimé, j'avais commencé à lire l'extrait, c'est pour ça que je m'étais procuré le livre. J'avais beaucoup aimé parce que le personnage de Rena est muette, bon, ça doit être le thème ce mois-ci. Et j'étais du coup hyper curieuse de savoir comment ça allait être exploité dans cet univers, comment est-ce que ça allait être un élément par exemple un peu important de l'histoire, etc. Ou est-ce que ça allait juste être un élément, voilà, une caractéristique de notre personnage principal. On suit du coup Rena qui a décidé de se venger d'Alexus, qui est donc le faucheur de sorcières, puisque celui-ci a sélectionné sa sœur il y a quelques années et que elle s'en est pas remise. Donc elle a décidé en fait qu'elle allait le tuer. Donc voilà, on commence l'histoire comme ça, bonne ambiance. Au final, c'est pas du tout ce qui va se passer. Des éléments de l'histoire vont arriver qui sont extrêmement puissants et vont vraiment renverser tout à fait l'histoire qu'on pense lire en commençant les premières pages de ce livre. Pour l'instant, je trouve ça très très bien. Le seul petit problème que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de mal avec le style. Donc je vais continuer, je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais essayer de voir aussi en me renseignant un petit peu dans la version américaine, voir si c'est un problème de traduction ou si c'est juste un problème de style. Voilà, je vais continuer parce que vraiment l'histoire est ouf, enfin j'aime beaucoup quoi. Je trouve que c'est hyper original, je trouve que c'est très fantasy, type high fantasy, hein. Enfin vraiment genre les chevaliers, les chevaux, les massacres, les machins et tout, enfin c'est beaucoup plus violent et perturbant et en même temps prenant que ce que j'avais imaginé au départ, donc c'est sûr que je vais continuer, mais pour le moment j'ai un côté style, j'ai un peu du mal. Par contre le livre, oh là 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 là, mais qu'il est beau quoi. Et puis franchement pour l'hiver je trouve que c'est le moment de lire ce genre d'ouvrage quoi. Donc écoutez, en plus je crois que le tome 2 sort ce mois-ci, si je dis pas de bêtises, donc voilà, je vous en parlerai plus du coup à la fin du mois. Et voilà du coup pour ce bilan versus book haul du mois d'octobre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait quand même pas mal d'achats. Pour le mois de novembre, j'avais décidé de lire pas mal de comédies romantiques. Enfin non, j'avais pas décidé, je m'étais dit je vais les garder pour décembre. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc je suis déjà en train de lire pas mal de comédies romantiques, donc vous allez voir de Noël. Donc vous allez voir pas mal de romances de Noël dans mon bilan. Comme je vous disais, ça se passe vraiment très bien, c'est trop cool. Par contre, je fais beaucoup de lectures audio. Je suis pas sûre qu'il y aura... Je sais pas s'il y aura un book haul du coup à la fin du mois de novembre. Franchement, il reste encore pas mal de semaines de novembre, donc il y a quand même moyen, mais je vous dirai ça. Mais voilà, vous me direz si ce format du coup qui mêle les deux vous a plu, ou si vous préférez finalement des formats séparés, et donc je vous écouterai du coup en fonction, puisque je pense que cette vidéo est encore très longue grâce à ça.
Je vous souhaite, j'espère en tout cas, que vous avez passé plutôt de très bonnes lectures au mois d'octobre. Dites-moi si certaines étaient communes avec moi ou si vous avez lu des choses qui vous ont plu, qui étaient spooky ou pas du tout, ça me fera très plaisir. Essayez juste de me dire quel a été votre livre préféré sur le mois d'octobre. Si encore une fois c'est un peu trop compliqué pour vous, vous n'avez pas trop envie, n'hésitez pas à me laisser une petite citrouille, comme ça on clôturera enfin les lectures halloweenesques pour de bon. Et d'ici là, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite de passer de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!